Et j'appelle donc Laure Blanchon, Alain Bornarel, Lionel Combé, Soline Collin et Étienne Martinez, si vous voulez bien rejoindre la table pour la suite des échanges. On va maintenant sortir de cette question des matériaux. On a beaucoup parlé l'émission des matériaux d'école des peintures, et on va revenir à l'état du projet de l'habitat depuis donc la programmation quand il s'agit de projets un peu plus collectifs, en passant donc par la conception par l'architecte, par la mise en chantier, le suivi de chantier, la bonne application des matériaux, et puis la vie dans le bâtiment, l'accompagnement, comment on fait pour contrôler les comportements des habitants des logements. Plus sérieusement, on va commencer déjà par la vie dans. Je vais vous suivre sur ce terrain-là, Suzanne Déhoux. On va s'intéresser au particulier, à l'habitant, à celui qui est dans le bâtiment. Avec vous, Laure Blanchon. C'est finalement vous allez leur rendre visite à ces habitants. On en a parlé un petit peu ce matin. Il y a ce qu'on appelle les CMEI. Donc on le voit dans votre titre, c'est conseillère médicale en environnement intérieur. En fait, c'est simple. On part du problème. Il y a une visite par exemple chez les médecins. Le médecin a des suspicions concernant une pathologie qui pourrait être liée à la mauvaise qualité de l'air intérieur. Et là, s'ensuit une enquête. On va aller chez l'habitant. C'est ce que vous faites. C'est ça. Vous m'entendez ? Oui. Très bien, on vous entend. Bonjour à tous. Donc oui, du coup, voilà, moi je suis CMEI, donc conseillère médicale en environnement intérieur, comme vous l'avez dit. Je suis rattachée à la Mutualité Française Bourgogne. Nous sommes 2 CMEI sur l'ensemble de la région depuis 2010. Et effectivement, le principe de ce métier, c'est, on arrive effectivement en bout de chaîne de toute cette problématique d'air intérieur à la demande des médecins. Donc sur prescription médicale, on intervient au domicile du patient pour essayer de faire un petit peu une enquête au sein de sa maison pour déterminer les problèmes, en tout cas les polluants qu'on pourrait retrouver, les sources de pollution qui pourraient expliquer ces symptômes. Donc on travaille avec des médecins spécialistes, donc allergologues, pneumologues, pédiatres, dermatos également, qui réalisent un bilan allergologique du patient et qui ensuite nous demandent d'intervenir pour essayer de trouver la source du problème et conseiller derrière le patient. Alors c'est loin d'être anecdotique, on parlait tout à l'heure de bilan en termes de dépenses de santé. Il faut savoir que sur la Bourgogne, j'ai pas les chiffres pour la Franche-Comté, mais pour la Bourgogne, on cite 350 000 personnes qui ont des problèmes d'allergie. Et 80, donc c'est quand même déjà un chiffre important, et 85 000 personnes qui sont asthmatiques. Alors, différents types d'asthme, tous ne sont peut-être pas liés directement à l'environnement, mais 85 000 personnes asthmatiques, 350 000 avec des problèmes d'allergie, ça interroge quand même effectivement sur le rapport à l'environnement direct qui est l'habitat. Donc comment ça se passe concrètement ? Vous allez donc c'est le médecin qui donne l'information. Il faut bien sûr avoir l'accord des personnes concernées parce que ça va être assez invasif. C'est une visite qui est perçue un peu comme étant intrusive. On rentre vraiment dans la maison du patient, on visite chacune des pièces. Donc on demande vraiment à ce qu'il y ait l'accord du patient. Ça dure 2 heures, ça dure assez longtemps, 1 heure et demie. C'est une visite qui dure 2 heures, effectivement, donc on y passe un certain temps. On pose des questions assez personnelles aussi sur on en parlait tout à l'heure, le comportement du patient, ses habitudes de vie, si la personne est fumeuse, si elle fume à l'intérieur du logement, si elle utilise des parfums d'ambiance. C'est une visite effectivement qui est assez personnelle. Donc le côté médical nous assure aussi d'une certaine légitimité pour intervenir au sein du patient. C'est une démarche qui est encadrée, qui est suivie par le médecin. Donc ensuite il y a les prélèvements, donc il y a des prélèvements de poussière, de moisissures, il y a tout. Qu'est-ce que vous prélevez exactement ? On a une certaine batterie, on débarque. Avec une petite valise ? Exactement, l'aspirateur sur le dos, on débarque vraiment chez le patient. Ça peut faire peur, mais voilà, on essaye aussi de rassurer le patient. Donc les prélèvements qu'on peut réaliser vont être aussi fonction de la pathologie du patient. Si le patient est allergique aux acariens,
on va cibler effectivement la demande en fonction de cet allergène. Donc on va réaliser des prélèvements de poussière sur différents supports textiles et en fonction du résultat qu'on obtient, en sachant que les acariens on en retrouve chez tout le monde. Voilà, c'est pas forcément un argument par rapport au fait que la maison n'est pas entretenue du tout. C'est voilà, pour vraiment déculpabiliser aussi le patient. Et en fonction des résultats qu'on obtient, on donne voilà, des conseils de limiter tout ce qui est, même supprimer tout ce qui est moquette, tapis, voilà, vraiment support textile. D'entretenir aussi régulièrement la literie, de mettre des housses anti-acariens au niveau des matelas. Donc ça c'est pour le volet acarien, d'aérer aussi, ça c'est un conseil qu'on donne systématiquement. Parce que voilà, les gens, surtout l'hiver, les patients n'aèrent pas leur logement pour voilà, faire des économies d'énergie aussi, on en a parlé. Mais c'est un conseil en tout cas qu'on donne systématiquement. On va également réaliser des mesures donc d'hygrométrie, de température, des mesures d'humidité, des prélèvements de moisissures en fonction également de la demande du médecin, si le patient est allergique à certaines moisissures, ou si on va trouver des sources d'humidité dans le logement. Des murs qui peuvent être couverts de moisissures parce que la ventilation ne fonctionne pas, parce qu'elle a été coupée, parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Donc voilà pour les prélèvements de moisissures. On réalise également des prélèvements de formaldéhyde, donc un polluant dont on a beaucoup parlé. Donc c'est pas un acte remboursé par contre, hein, à un moment donné il faut payer la facture. Alors non, la facture elle est payée par la mutualité. C'est la mutualité, voilà, c'est ça. Donc les patients ne payent pas, mais par contre au final la mutualité le prend en charge, c'est pas remboursé par la Sécu. Tout à fait, c'est pas encore le métier est reconnu par le ministère de l'Environnement, mais pas par le ministère de la Santé. Donc ce n'est pas encore pris en charge par l'assurance maladie ou les mutuelles, mais on participe à des études pour que justement le métier soit reconnu et que l'acte soit pris en charge. Je tenais à le souligner parce que dans un monde où on parle beaucoup de prévention, en disant il faut faire la prévention, on entend souvent des responsables, y compris politiques, qui disent il faut améliorer la prévention, mais là en l'occurrence, vous travaillez directement sur les effets de la qualité de l'air intérieur et il n'y a pas du tout d'argent derrière, en tout cas par le ministère de la Santé. Ça coûte à peu près 100 € les analyses en laboratoire, hein, ce que vous me disiez quand on a fait les prélèvements. Après il y a la visite en plus, mais ça reste relativement accessible, c'est pas des analyses à 1000 €. Je me suis posé la question. Alors, oui, tout à fait, on en avait parlé. Alors quand effectivement on fait les prélèvements de moisissures, on travaille avec le laboratoire du CHU de Besançon, donc le laboratoire de parasitologie, de mycologie, qui réalise les analyses de nos prélèvements. Donc dans ce cadre-là, effectivement, c'est à peu près 100 € l'analyse par logement. Mais globalement, une visite nous revient entre 300 et 400 €, tout compris. Analyse, déplacement. Temps passé. Voilà. Parce que vous êtes 2 conseillères sur la Bourgogne à faire ce travail. Et vous visitez plusieurs centaines de logements, combien par an À peu près par an, c'est 300 visites, 300 demandes de visites. C'est quand même à souligner, parce qu'en plus ça donne oui. En plus ça va nous permettre dans les années qui viennent, et avec le recul, d'avoir aussi peut-être des sortes d'informations statistiques, même si ce sont des logements où a priori il y a des problèmes, donc c'est pas représentatif du parc d'habitat, mais ça donne des informations aussi pour les années qui viennent. On pourra se repencher sur ce que vous avez fait et les visites que vous avez menées pour en tirer des conclusions. Alors c'est vrai aussi que les habitants vont pas forcément faire ces démarches, c'est souvent les ORL, pneumologues et autres qui les dirigent vers vous, parce que souvent les personnes analysent leurs problèmes comme des gènes. Moi j'en ai une aujourd'hui, donc une gêne respiratoire, je pense pas que c'est la salle, ça venait du froid d'avant, mais analysent souvent leurs problèmes comme une gêne respiratoire, un petit rhume, et ne font pas le lien avec la qualité de l'air intérieur. Pas forcément, mais j'ai en tête l'exemple d'une patiente chez qui j'ai fait la visite la semaine dernière, qui a eu un diagnostic d'allergie, asthme, rhinite, très récemment, donc une dame d'une 40aine d'années, mais elle m'expliquait que ses symptômes remontaient à l'enfance. Donc il n'y avait pas forcément de lien fait par son médecin traitant qu'elle pouvait effectivement être allergique à quelque chose. Donc
voilà, depuis tout ce temps, elle suivait un traitement voilà, pour limiter ses symptômes sans que l'origine de son trouble soit vraiment déterminée et qu'on puisse agir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors Blanchon, est-ce que vous vouliez éventuellement poser des questions complémentaires? Est-ce que quelqu'un voulait intervenir? Oui. Pour dire qu'on a déjà des éléments d'analyse, hein, on est déjà sur des analyses sur 1500 logements qu'on analyse. Donc on a des données qui sont assez fiables en termes de réduction des risques, voire même de diminution des traitements après visite. Donc ça commence à devenir un peu solide comme données. Ouais. Et donc on peut recouper ça directement du coup avec les informations concernant la santé. Lionel Combé, on va évoquer cette question. On voit là, on est sur le résultat, on est sur des habitants qui rencontrent des problèmes, qui sont détectés par leur médecin, chez qui on va pour prélever des poussières, donc éventuellement des polluants, remarquer ce qui se passe. Mais on voit clairement que l'habitat, c'est ce qui est ressorti déjà ce matin, ce qu'on a évoqué cet après-midi, c'est vraiment un système. Et pour pouvoir avoir un habitat de qualité, donc un air intérieur de qualité, il faut avoir auparavant pu associer l'ensemble des acteurs, que toute la chaîne finalement soit consciente de ces enjeux. L'ADEME travaille sur ces questions, puis il y a des projets aussi pour améliorer cette qualité de l'air intérieur en prenant en compte la globalité. Oui, effectivement, lorsque nous nous sommes penchés sur la question, nous étions dans une situation où, comme ça a été bien dit ce matin, on a fait le constat de l'ampleur des travaux qui étaient conduits au niveau national. Alors on avait d'un côté effectivement la veille et l'observation qui était largement développée, la recherche qui contribue au quotidien à améliorer l'état des connaissances, et puis dans un grand écart à l'opposé, un diamétralement opposé par rapport à ces travaux, un législateur aujourd'hui qui se débat pour essayer de faire évoluer la prise en compte des enjeux sanitaires dans l'habitat, avec une posture à mon avis un petit peu maladroite qui consiste à légiférer, mais on sait que la législation ne fait pas forcément l'action, quoi. Et on s'est donc très rapidement posé la question de savoir comment, honnêtement, les hommes de l'art, les acteurs de terrain, donc on répond un peu à la question de monsieur de ce matin, qui est de dire, mais finalement, les acteurs du bâtiment, au moins, de leur côté, comment faut-il pour appréhender honnêtement une démarche comme celle-là et l'intégrer dans leur pratique quotidienne? C'est ce qui nous a conduit finalement assez rapidement à imaginer l'élaboration d'une méthode de management avec des outils utiles à son application pour être capable de tirer l'ensemble de ces acteurs-là dans une démarche commune, une démarche qualité, on peut l'appeler comme ça, qu'on a intitulé manager. Alors, c'est encore un nom de code aujourd'hui, peut-être qu'on en changera pour des raisons de propriété, mais c'est une démarche qui donc a pour objet de formaliser un processus commun qui tienne compte des interfaces métiers, de la complexité, de l'engagement de chacun des corps sur un objectif partagé à tous les stades jusqu'à la livraison du bâtiment, pour répondre aux enjeux qui se posent dans le cadre des projets de construction neuve ou de rénovation. Donc ça concerne bien sûr le maître d'ouvrage qui est en charge d'élaborer un programme. Ça concerne bien sûr les équipes de maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, mais pas seulement, les bureaux d'études, tous les spécialistes qui interviennent aux côtés de l'architecte en règle générale pour formaliser un certain nombre d'orientations préconisées. Et puis il y a aussi bien sûr après tous les autres acteurs du bâtiment et en particulier les artisans, les personnes en charge de la mise en œuvre. Et il faut faire en sorte à ce que l'ensemble de ces acteurs-là soient effectivement sur une même ligne de conduite claire, explicite, partagée, avec un engagement mutuel de chacun d'eux. Alors pour familiariser cette méthode-là, on a réalisé des études de cadrage, d'abord parce qu'il fallait être capable de mettre en perspective les enjeux dans un cadre qui corresponde à quelque chose de probant, de significatif pour les entreprises. Donc on s'est détaché assez rapidement finalement d'une approche filière qui ne semblait pas évidente d'emblée, puisque pour travailler sur des enjeux d'éco-conception, même s'il y a aujourd'hui des entreprises qui travaillent de façon assez spontanée et sans forcément soutien, qu'il fallait être capable de mettre en évidence ce qui pouvait ressembler à une perspective marché. C'est un petit peu mercantile comme approche, mais finalement on essaye de répondre aux préoccupations des acteurs économiques en partant de leur cœur de préoccupation. Et donc on s'est recentré assez rapidement finalement sur les acteurs du bâtiment en disant qu'on était, nous à l'ADEME, en capacité de créer une dynamique autour de l'application d'une méthode pour créer des signes positifs qui
dans un second temps, allait pouvoir permettre d'intéresser effectivement les acteurs des filières sur des enjeux d'éco-conception. Donc on a laissé un petit peu de côté cette première approche et on s'est concentré sur le développement de cette méthode. Cette méthode, elle comprend, pour vous la décrire assez rapidement, elle porte sur quatre éléments, hein, on a appelé ça 4 missions. Elle vise à limiter donc déjà les sources de pollution interne, donc en travaillant bien sûr sur le choix des matériaux. D'une part, elle vise à prendre en compte les sources de pollution externes qui sont essentiellement liées au trafic ou aux pollutions de proximité qui peuvent être d'origine agricole, industrielle, donc sans limite, qui peuvent être liées aussi à la présence de végétaux à l'échelle de la parcelle ou de l'îlot, donc ça peut être pollution par les pollens, hein, pour les personnes sensibles. Elle porte sur la prise en compte des polluants issus du sous-sol, on en a largement parlé, hein, il y a le radon notamment, mais d'autres également. Et puis elle porte également sur les facteurs de pollution interne, donc ce ne sont pas des sources, mais des transformations qui se font à l'issue effectivement qui sont issues de la vie qui existe dans ces bâtiments, et notamment toutes les sources de combustion qui sont la transformation d'éléments chimiques qui deviennent des polluants, in fine. Voilà. Donc aujourd'hui, la méthode elle a pour ambition de traiter l'ensemble de ces champs-là, hein, ce qui est quand même quelque chose d'important. Le périmètre de la méthode est assez large finalement. On intègre d'emblée ce que vous voyez dans le périmètre d'application, des polluants qui seront les mêmes pour toutes les situations, pour tous les projets concernés, qui tiennent compte bien sûr des minimums réglementaires, on ne peut pas faire moins, hein, c'est évident, mais bien sûr de tout ce qui rentre dans le cadre de l'étiquetage aujourd'hui des produits d'étiquetage sanitaire, des produits de construction, bien entendu, et puis d'autres polluants un petit peu spécifiques qui méritent que l'on s'en préoccupe, comme les moisissures en particulier. Et on ajoute, en fonction des projets, donc en fonction des situations de projet ou en fonction des caractéristiques de ces projets-là, d'autres polluants qui font partie du périmètre d'analyse. Donc typiquement, si on prend le traceur de la construction bois, alpha-pinène, on en tient compte chaque fois qu'on a une construction bois, ça fait partie du périmètre d'analyse. Lorsque effectivement on est sur un site réputé exposé au radon, on tient compte du radon. Donc le périmètre finalement est variable, il est propre à chacun des projets et il n'y a pas de situation de comparaison possible entre deux projets. Donc on n'est typiquement pas sur une démarche de performance qui est un référentiel de comparaison, on est bien sur une démarche de management qui vise à mobiliser les acteurs sur un objectif de progressif donc, et qui est spécifique à chaque démarche, chaque process, chaque entreprise, chaque projet. Voilà. J'ai été un petit peu vite. La méthode de management, elle n'est pas complète, elle est ambitieuse, mais elle n'a pas vocation à être parfaite tout de suite. On est dans un champ qui est un petit peu complexe, qui nécessite de tenir compte aujourd'hui de la limite des connaissances. C'est-à-dire que typiquement, on ne sait pas faire comme dans le domaine de la thermique, une démonstration du théorème pour évaluer a priori le niveau de performance auquel on pourra arriver. Donc on est obligé de rassembler un certain nombre de préconisations de bon sens et d'évaluer in fine le niveau de performance auquel on peut espérer arriver. Donc on va tâcher de faire une démonstration un petit peu empirique de la pertinence de cette méthode, mais on n'a pas que des certitudes, mais en tout cas on s'est dit qu'on ne pouvait pas attendre d'avoir des certitudes pour pouvoir commencer à y travailler. Donc cette méthode rassemble les éléments de bon sens, et elle devra, je pense, de toute façon évoluer, même si en application des premières opérations pilotes, elle démontrera son intérêt. Donc elle vise bien l'ensemble des étapes qui sont affichées. On a une partie diagnostic initial, donc c'est diagnostic du site ou diagnostic du bâtiment dans le cadre d'un projet de rénovation. Toute la partie programmation, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, donc il faut déjà afficher les intentions, mobiliser les acteurs, s'assurer que les objectifs soient compris, partagés, appliqués. Ça passe par la programmation. Il y a toute la partie accompagnement de la partie conception, bien sûr, puisque malgré toute la bonne volonté des acteurs de la maîtrise d'œuvre, on est dans l'application de dispositions qui vont nécessiter une évolution des pratiques professionnelles, c'est incontestable, comme ça l'a été dans le cadre de la prise en compte de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. On est encore une fois sur une démarche qualité.
Et puis après, il y a toute la partie construction, parce que même si effectivement les choses sont claires, la conception est un peu plus évidente, on sait bien qu'il y a le travers des pratiques qui fait que par commodité, on peut se laisser aller à des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour un artisan, et c'est pas de mauvaise foi non plus, mais qui font qu'un projet peut déraper, quoi. Donc il faut bien encadrer cette construction, vérifier que les engagements que les entreprises ont pris soient appliqués, parce que c'est tellement facile de finir un pot de peinture qu'on ne voudrait pas jeter à moitié plein, voilà, on peut détourner un petit peu l'objet d'une méthode de management en ce sens-là. Et puis bien sûr la réception, donc réception à livraison, après une période de dégazage qui sera organisée, planifiée, et réception à 10 mois, puisqu'on veut intégrer tout ce qui concerne les mesures de remédiation possible, et puis évaluer également un petit peu les impacts à l'issue d'un premier aménagement, ce qui nous paraît essentiel. La méthode s'arrête là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'au-delà de cette étape de réception, il n'y a rien à faire, au contraire, je pense que le sujet est encore immense. Mais on a eu, je pense, l'honnêteté et la décence de s'arrêter là en disant c'est déjà une première marche assez importante, il faut être capable d'éprouver cette méthode, de s'assurer qu'elle soit pertinente, comprise, bien acceptée par les acteurs, avant de chercher à la disséminer. Voilà. Donc cette méthode s'appuie sur progressif, c'est en dialogue avec les professionnels. Tout à fait. On est sur une méthode par points, qui est une méthode un peu originale, donc rien à voir avec une démarche de certification, qui fait que sur l'ensemble des préconisations méthodologiques et techniques, finalement, si un maître d'ouvrage peut potentiellement atteindre 1000 points, donc la démarche idéale finalement, il peut tout à fait de son libre arbitre décider d'en satisfaire 200 dans une première étape, simplement pour éprouver le processus de management de ses équipes sur un champ donné, à une étape précise, et puis sur le projet suivant rajouter 100 et puis 100 pour arriver à ce qui pourrait s'apparenter à une perfection, si tant est qu'on puisse parler ainsi, quoi. Voilà. Donc c'est bien une méthode qui est adaptée au facteur humain. C'est quand même l'essentiel, enfin c'est la première des problématiques dans le domaine du bâtiment. Ce qui est voulu, c'est que les acteurs finalement s'emparent, c'est ça, de votre projet, puissent y contribuer petitement ou de manière plus ambitieuse. Chacun à sa mesure. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé déjà en septembre 2014, un premier. Voilà, alors tout à fait. Alors cette méthode est livrée à la fin du premier trimestre 2016. Et puis, elle va faire l'objet donc d'une expérimentation. Donc, nous avions lancé en préparation un appel à manifestation d'intérêt en septembre 2015. Il y a une deuxième période qui se clôture fin février et qui va nous permettre de rassembler une quinzaine de maîtres d'ouvrage, porteurs d'opérations pilotes sur 5 régions. PACA, Rhône-Alpes, Bourgogne, Alsace et Poitou-Charentes, pour tester l'application de cette méthode et l'utilisation des outils sur un certain nombre de destinations de bâtiments qui se veulent être les plus représentatifs possibles du patrimoine bâti français. Je mets hors opération spécifique, donc bien sûr on laisse de côté tout ce qui nécessite des conditions climatiques ou sanitaires particulières, telles que les unités médicalisées dans les hôpitaux, conservation d'ouvrages en bibliothèque, je ne sais quoi. Donc on est bien sur des usages plutôt conventionnels, enfin récurrents. Et l'idée c'est effectivement de valider et de faire évoluer cette méthode au terme de ces premières opérations, donc d'ici 2 ans et demi à 3 ans, avant d'en assurer une diffusion la plus large possible et de façon totalement gratuite. Donc on peut encore répondre à la deuxième vague de l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a encore un mois, c'est ça, pour éventuellement Voilà, tout à fait. Dans ces 5 régions-là, puisque pour le coup, on mobilise des financements des directions régionales de l'ADEME dans ces régions. Donc on a voulu aussi faire ce projet-là dans une démarche partenariale. Donc on s'est piloté dans un cadre interrégional, avec la contribution d'ailleurs d'expertises qui sont mobilisées au sein de bureaux d'études qui sont associés à la démarche, dont Medieco fait partie, bien entendu, et de centres de ressources, donc VAD, dont Soline est à mes côtés, qui représente donc le centre de ressources Rhône-Alpes, et Bourgogne Bâtiment Durable pour la Bourgogne. Donc Soline Collin, quel va être votre rôle par rapport à quel a été et quel va être votre rôle par rapport à ce travail de méthode engagé par l'ADEME ? Bonjour à tous. Concernant cette méthode, en 2015, nous étions associés pour un accompagnement à l'élaboration de la méthode jusqu'à ce jour. Et en 2016 et 2017, en formation pour cette phase expérimentale d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et entreprises qui seront pilotes pour cette méthode.
Donc VAD, hein, pour situer, c'est un centre de ressources comme Bourgogne Bâtiment Durable, mais là vous êtes en Rhône-Alpes. Exactement. Voilà. On verra tout à l'heure comment, dans quelques minutes, comment la région Rhône-Alpes s'est emparée de ces questions de qualité de l'air intérieur. Suzanne Déoux, vous avez participé, vous êtes sur tous les coups, vous avez participé à la rédaction de l'appel à projet de l'ADEME, c'est bien ça? Oui, peut-être l'intérêt sur la méthodologie pour pouvoir transcrire un peu ça. On a vu ce matin qu'il y avait beaucoup, et cet après-midi qu'il y a beaucoup de sujets abordés de front. Des fois, ça peut être un peu déstabilisant pour des acteurs du bâtiment. Il faut trouver des issues, des solutions, ou peut-être justement une méthode. Vous qui avez eu à suivre aussi un grand nombre, et qui suivez un grand nombre de projets, l'intérêt d'une telle méthode, est-ce que ça peut apporter comme contribution? Ah, mais de toute façon, elle est intéressante, la méthode. Mais ce qui peut importer, c'est qu'on tienne la main à tous les acteurs. Donc, en fait, ils sont guidés, ils ont tel choix à faire, ils peuvent faire ça, ça. Donc, c'est vraiment un accompagnement, mais de proximité et adapté à tous les acteurs. Donc c'est vraiment là on parlait tout à l'heure le problème des choix des écolabels, qu'est-ce qu'on choisit comme produit. Là il y a un accompagnement parce que je ne sais pas si vous avez vu toute la liste d'outils quand même qu'on a préparé et bon alors ils vont être testés donc on va voir il y a peut-être des choses qui sont pas du tout valables, il y a des choses qui seront améliorables mais on a essayé vraiment de baliser pour que ça soit facile. Bon, voilà. Il s'agit de vouloir. Hein Alain Bornarel, votre remarque, je pense qu'en entendant ce que disait Lionel Combet, vous avez dû nourrir votre écoute de votre expérience personnelle sur est-ce que ça manque de méthode, est-ce que quand on... Oui. Chez nous, ça marche, il n'y a pas de souci. Bon, quand je me penche sur mon expérience personnelle... c'est un bureau d'études, je resitue, vous êtes fondateur de Tribus, c'est un bureau d'études national avec des antennes dans plusieurs régions, dont Paris et Rhône-Alpes. Voilà, spécialisé sur ces questions environnementales et notamment à l'origine de pas mal de bâtiments en ventilation naturelle. Bon, si je reprends cette question de la qualité de l'air intérieur dans nos bâtiments, je me rends compte que j'ai de plus en plus de difficultés à trouver, le mot a été cité ce matin et je crois que c'est vraiment le fond du problème, à trouver le bon arbitrage entre les questions de qualité de l'air intérieur et les questions d'économie d'énergie, pour ne prendre que celle-ci. Mais il y en a bien d'autres qu'il faut prendre en compte dans ce type de bâtiment. Je pense sincèrement que l'arbitrage sur lequel on fonctionne aujourd'hui est mauvais et que il a énormément de conséquences dans la mauvaise qualité de ce qu'on construit et de ce qu'on a pu observer. Je prends l'exemple du logement. Dans le logement, c'est bien connu, si on veut faire du logement BBC aujourd'hui, ou de la RT 2012 maintenant, il faut passer par de la ventilation hydro-réglable. Il n'y a pas d'autre solution. Et tous les logements qui sortent aujourd'hui, donc rentrent dans cette catégorie de logements performants, sont équipés en ventilation hydro-réglable. Alors, quand on regarde qu'est-ce que c'est que cette ventilation hydro-réglable, c'est un truc effectivement génial, qui a été inventé il y a 25 ans maintenant, et qui consiste tout simplement à dire c'est pas la peine de ventiler quand les gens sont pas dans la maison. Et donc, du coup, on a trouvé un indicateur impeccable qui est la vapeur d'eau, qui est effectivement un indicateur de la présence des gens dans le logement ou pas. Et donc, on baisse fortement les débits de ventilation quand il n'y a personne, et on les augmente quand il y a du monde. Le problème, c'est que à l'époque, quand on a inventé ça, on ignorait complètement qu'il y avait aussi une pollution qui était liée au bâti. La seule pollution qu'on connaissait, c'était celle qui était liée aux occupants. Donc, effectivement, ça marche très bien vis-à-vis des occupants, mais il y a d'autres pollutions.
Et puis ça marchait aussi bien, et ça a été dit aussi ce matin, mais je pense que c'est une des raisons importantes. Ça marchait aussi très bien tant que on avait des enveloppes de logements dégueulasses du point de vue de l'air. Ça passait par tous les côtés, ça venait compenser ça. Quelques chiffres pour bien comprendre les choses. Une ventilation aujourd'hui réglementaire en France sur du logement, c'est quelque chose qui tourne autour de 0,5 à 0,6 volumes par heure. Hein. Voilà. La ventilation hygroréglable permet de descendre ces débits à peu près 0,3 volumes par heure. Il y a aujourd'hui une norme européenne sur les logements qui commence à être mise en œuvre dans un certain nombre de pays qui fixe pour le logement du 1 volume par heure. Alors déjà en ventilation hygiénique avec nos 0,5 on en est loin, à plus forte raison quand on utilise l'hygroréglable. Donc je pense qu'il y a une première chose qu'il faut que nous, concepteurs, on évite à tout prix, c'est de mettre de l'hygroréglable dans les bâtiments et restons au minimum, hein, il n'est pas question aujourd'hui d'aller tout de suite comme ça vers les 1 volume par heure, hein, mais restons au moins aux débits hygiéniques tels qu'ils sont fixés depuis maintenant 25 ans aussi, et du reste aussi à une époque où on ne connaissait pas la pollution du bâti, restons au moins à ces 0,5, 0,6 volumes heure. Voilà, donc cette question, elle a, je pense, des conséquences importantes. On s'est rendu compte, et il y a plein d'observatoires, d'observations qui montrent que la qualité de l'air dans les logements n'est pas toujours très bonne. Et moi, j'attire l'attention des concepteurs sur leur responsabilité, des concepteurs et des maîtres d'ouvrage, du reste. Hein. Souvenez-vous sur l'affaire de l'amiante, comment ça s'est passé et les débats qu'il y a eu au moment où ces affaires-là sont sorties. Un des débats, c'était vous saviez ou vous saviez pas. Eh bien, aujourd'hui, sur le fait que dans nos bâtiments, on met en œuvre des dispositifs qui sous-ventilent les bâtiments, on sait aujourd'hui, on sait, il y a du retour. Hein. C'est-à-dire que si demain il y a des, je parle même pas de pathologie d'individus, mais il y a des pathologies du bâtiment, eh bien, on pourra nous demander, à nous, concepteurs, vous saviez et vous n'avez pas fait. Alors ça, c'est sur la question de la ventilation. Et Tony Foglia l'a rappelé, dans les bâtiments, les 1000 bâtiments observés, il n'y en a pas un qui n'a pas de souci finalement. Il y a toujours des problèmes de ventilation et vous soulignez ce point très important. Pour réagir à la méthode en construction de l'ADEME et le fait de prendre en compte l'ensemble de la chaîne, alors il y a la question de la ventilation qui donc sûrement doit être intégrée dès la conception, mais votre point de vue en tant que bureau d'études, avec l'expérience qui vous caractérise, concernant l'intérêt d'avoir du pas à pas, des choix, des bifurcations possibles et surtout une bonne compréhension de l'ensemble du problème par l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour faire mieux travailler les acteurs entre eux? Est-ce que cette méthode vous paraît intéressante? C'est vrai qu'il y a à chaque étape de la chaîne de construction d'un bâtiment, il y a des choses qu'il faut vérifier, il y a des risques de déperdition. Les premières erreurs, elles sont où quand vous travaillez sur ces dossiers en tant que bureau d'études? Les premières erreurs viennent dans les premiers pas déjà. Il y a pour vous des aberrations? Oui, mais déjà au moment de la programmation. Hein, il m'arrive d'intervenir aussi sur certaines opérations en programmation, et donc où avec le maître d'ouvrage, je vais décider en tout cas d'éléments d'exigence dans le programme. Hein. On ne va pas mettre de préconisations dans les programmes, mais on met des éléments d'exigence dans les programmes. Et toutes les questions que je viens de soulever, elles se posent dès ce moment-là. Hein, c'est-à-dire quand on va proposer, par exemple, sur une crèche, à un maître d'ouvrage dimensionnons cette crèche à 30 mètres cubes heure par gamin et non pas à 15 mètres cubes heure comme c'est dans la réglementation. Mais attention, 30 mètres cubes heure par gamin, qu'est-ce que ça veut dire en termes énergétiques?
Hein. Donc là, le maître d'ouvrage... C'est un peu double dépense. Il faudra mettre plus de systèmes de ventilation et à la fois il faudra payer plus de c'est double peine. De factures énergétiques. Effectivement, c'est double peine. Mais c'est bien là le problème. Hein. Pas le faire passer finalement. Et je crois que il faut bien qu'on en ait conscience de cette affaire-là. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour des raisons d'économie d'énergie, depuis 25-30 ans, hein, on sous-ventile pas que les logements et les équipements. Hein, voilà. Alors, faire autre chose. Hein, c'est-à-dire retordre le bâton dans l'autre sens du point de vue de la qualité de l'air intérieur et donc du point de vue des débits de renouvellement. Je n'aborde pas la question qui a été vue tout à l'heure sur les matériaux eux-mêmes. Hein, là, je ne parle que de ventilation. Faire autre chose de ce point de vue-là, vous voyez ce que ça veut dire du point de vue énergétique. C'est un vrai saut. Du point de vue énergétique, la ventilation aujourd'hui dans un bâtiment qui est correctement étudié peut représenter, en logement, hein, peut représenter entre 50, 60, 70% des déperditions d'un logement, donc de la facture de chauffage derrière. Donc vous vous rendez compte que si pour des raisons de qualité de l'air intérieur, on double ces valeurs-là, vous voyez ce que ça veut dire du point de vue de l'énergie. Donc il y a un vrai débat à faire là-dessus. Moi je pense qu'il faut les deux hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin de continuer à faire des bâtiments très performants du point de vue énergétique, mais on a aussi besoin de faire des bâtiments qui sont sains. Et donc d'avoir d'autres débits de renouvellement d'air que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est une véritable révolution dans le choix des techniques à mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est des questions qui sont débattues à toutes les étapes. Au moment du programme, et au moment du programme, quand je disais tout à l'heure que j'avais de plus en plus de difficultés à trouver le bon arbitrage entre les deux, c'est-à-dire que de plus en plus, le maître d'ouvrage me dit « Vous m'emmerdez avec vos histoires, moi j'ai pas de sous, je fais au moins cher, et en plus, le moins cher, c'est aussi ce qui me coûtera le moins cher en exploitation. » Le plus présentable aussi d'ailleurs. Ouais. Suzanne Deux. Et on ne compte pas le coût de la santé, parce qu'on raisonne que dans le bâti. Mais les usagers qui sont là-dedans, et le coût sanitaire que ça représente, soit disait 19 milliards d'euros pour 6 polluants de l'air intérieur, bon, ça aussi, ça peut rentrer. Bien sûr, c'est pas les mêmes qui payent et ceux et qui vont assumer après les conséquences. Donc c'est ça le problème. Voilà. Avec une prise en charge. Le seul bâtiment où il y a une prise en compte du retour sur investissement, c'est les immeubles de bureaux. Là, ça marche parce que un immeuble de bureau, si on leur dit il faut ventiler, bon, on essaie de mieux faire. Il y a un retour sur investissement parce que les gens sont moins absents, ils sont moins malades, il y a moins de maladies infectieuses, il y a moins de grippe, ils sont plus en forme, donc ils travaillent mieux. Donc il y a un retour sur investissement qui a été chiffré par les Américains à des milliards par an. Donc du coup, là, ça marche. Mais c'est le seul bâtiment. Le logement social, si le bailleur il fait des efforts, comment il récupère pas l'argent et dans une école, les enfants, les maladies seront payées par la Sécu, partout. Par tous les contribuables. Des remarques, questions ou interventions de votre part? Oui, monsieur. On parle d'arbitrage entre la santé et la performance énergétique. Il ne devrait pas y avoir d'arbitrage sur la santé. On ne devrait pas avoir de questions sur la santé. C'est un devoir. Hein. On doit des bâtiments sains. Il ne devrait pas y avoir d'arbitrage. Après, on dit, oui, si je veux un bâtiment sain, il faut que je double mon débit de ventilation. Ce débit de ventilation, il n'est pas contrôlé aujourd'hui. Il n'est pas mesuré. D'accord ? Les diagvans qui sont faits par les entreprises à la fin des chantiers sont uniquement déclaratifs. Il n'y a pas de mesures qui seront faites. À chaque fois qu'on fait des mesures, même contradictoires, on a 70% des installations de ventilation qui ne sont pas au débit. Donc même si on les double au niveau du bureau d'études, de toute façon, les débits ne sont pas là. Donc déjà, on pourrait commencer par ça. Quand on demande un demi-volumeur, on doit pouvoir mesurer un demi-volumeur. Ça, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de 50 agences nationales et régionales pour imposer un débit de ventilation et imposer qu'on la mesure. D'accord ? L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a été fondé en 2001. On est en 2016. On ne mesure toujours pas les débits de ventilation. On nous a montré tout à l'heure sur les modélisations que quand on branchait la ventilation, les polluants y descendaient. Alors je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes,
Mais sur une courbe de Gauss, si déjà, en faisant ça, on arrive à résoudre 80% des problèmes, je pense qu'on a gagné beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ensuite, on va doubler les débits de ventilation et on va dire que ça va coûter très cher en termes énergétiques. Aujourd'hui, un bâtiment de bureau réglementaire, c'est des milliers de mètres cubes par heure sous un vent de 30 km/h. J'en teste tous les jours, je suis mesureur de perméabilité à l'air. J'ai testé un bâtiment de bureau l'autre jour qui faisait 20 000 mètres cubes. Il a fallu que je mette 60 000 mètres cubes heure pour pouvoir le monter en pression à 50 pascal. C'est-à-dire sous un vent de 30 km/h. Donc c'est pas en doublant le débit de ventilation qu'on va faire des pertes énergétiques. Aujourd'hui, un bâtiment de bureau, si vous mettez un 7 dans l'étude thermique, la mesure d'étanchéité à l'air n'est pas obligatoire. Donc ça veut dire que les bâtiments, ils sont à 2, 3 en Q4 PA Surf, ce qui fait des taux de renouvellement d'air à 50 pascal de l'ordre de 3 à 4 volumeurs. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on va doubler les débits de ventilation qu'on va faire de la perte énergétique, c'est pas vrai. D'accord? Ça, on pourrait tout à fait le compenser par une bonne étanchéité à l'air des bâtiments. Alain Bornarel sur cette question. Voilà. Voilà, c'est bon. Oui, Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est le surcoût n'est pas du tout à la hauteur ni de ce qui se gaspille partout, ni des enjeux à venir. Je crois qu'une des difficultés vient du fait qu'il y a un vrai hiatus entre ce que vous mesurez à la livraison du bâtiment et ce que l'équipe de conception va décider à un moment donné. On est encore très malheureusement dans la pratique de la conception par la réglementation. C'est un outil qui n'est pas fait pour concevoir, c'est un outil qui est fait pour évaluer et voir si le bâtiment il n'est pas trop mauvais. Point. Mais dès qu'on veut faire de la conception avec ce truc-là, on est immédiatement pris dans tout un réseau de sensibilités qui sont liées à ce calcul réglementaire. Et c'est en ça que je dis que si effectivement on va doubler les débits de ventilation, eh bien ça va faire bondir le calcul réglementaire. Et c'est là-dessus que les choix se font malheureusement. Ils se font pas sur de la qualité, ils se font pas sur de la performance réelle, ils se font sur une prévision réglementaire avec minima, donc à minima, la réglementation à minima. Il y avait une demande de parole et je vous laisserai poursuivre Alain Bornarel. Bonjour, merci de bien vouloir vous présenter. Oui, Dominique Marie, chef de projet plan bâtiment de la région Bourgogne, pas encore Bourgogne-Franche-Comté. J'ai une question. J'ai pu travailler sur plus de 200 bâtiments passifs, énergie positive et VVC. On a posé au moins 200 ventilations double flux. On a fait Parlez plus proche du micro si vous voulez bien, qu'on vous entende un peu plus fort. Vous m'entendez pas? Je vous entends mais pas assez fort. Donc je dis on a installé pas mal de ventilation double flux dans des opérations pilotes à des niveaux assez importants. Et puis on a fait aussi des tests d'étanchéité à l'air de réseaux aéréoliques. Et j'irai dans le sens d'Olivier Joffre, où on n'a pas encore trouvé un réseau qui était en bon état. On est tous en qualité C ou D. Il y a des réseaux qui dysfonctionnent. Alors il y a plusieurs responsabilités. Il y a des matériels défaillants, des réseaux qui sont mal conçus, des réseaux qui sont mal mis en œuvre. Et moi je m'interroge aujourd'hui, on parle de ventilation double flux, quand je vois le résultat, je me dis, est-ce que vous êtes un spécialiste de la ventilation naturelle? Est-ce qu'une des solutions, c'est pas de repartir sur des systèmes moins compliqués, parce que plus on fait compliqué, plus ça devient compliqué, plus c'est difficile à construire et les résultats sont toujours pas là. Là, vous parlez à un adepte. On a quand même travaillé sur 200 bâtiments dans la région très performants. Il n'y en a que 50% dont les objectifs sont atteints. Le reste, c'est quasiment une catastrophe, quoi. Et je me dis que plus on va dans le sens où on se pose des questions, plus on va dans le sens de la sophistication, de la complexification. Et je me dis peut-être une des solutions à l'avenir, c'est de revenir à du low-tech. Peut-être qu'on fera moins de performance, mais peut-être qu'on aura la meilleure qualité et peut-être qu'on sera moins emmerdé sur des bâtiments qui sont des usines à gaz. On a construit des usines à gaz et on continue à construire des usines à gaz. On a encore un qui vient de rénover aujourd'hui
dont on est propriétaire, je vais vous dire qu'on est quand même pas, moi je suis quand même pas satisfait de tous ces systèmes. Et là, en tant que chargé de mission de chef de projet bâtiment, je me pose la question avec mes collègues des lycées, etc. C'est qu'est-ce qu'on doit construire demain comme bâtiment pour atteindre l'efficience énergétique, mais aussi de la santé des usagers. Et là, j'ai pas de réponse. Et je voudrais vous poser la question de la ventilation naturelle. Est-ce que c'est pas aussi une solution qu'on doit peut-être réinventer, réapprendre, se dire fait moins sophistiqué, moins compliqué, mais au moins on atteint les objectifs qu'on a atteints, sans forcément que ça coûte des fortunes en termes de maintenance et d'entretien. C'est même pas sûr que ça soit moins performant qu'une ventilation mécanique mal entretenue, pas nettoyée, dont la régulation fonctionne pas, etc. Je crois que, là encore, moi, une des leçons que je tire de mon expérience, c'est que partout où j'ai eu des problèmes, c'est quand il y avait des systèmes un peu compliqués. On ne sait pas faire dans le bâtiment, c'est comme ça. Bon, voilà, le bâtiment, c'est pas l'industrie. On ne sait pas faire les systèmes complexes qui se font dans l'industrie. Bon, j'ai fait des bâtiments sur lesquels il y avait des systèmes d'automates programmables pour ouvrir des dispositifs, fermer des dispositifs, etc. Le bâtiment fonctionnait très bien, ce qui marchait pas, c'était les automates en question, quoi, hein. Mais ça se comprend, parce que quand vous faites une bagnole, c'est plein d'automates comme ça. Ceci dit, une fois qu'il est au point, l'automate, c'est le même qu'on va mettre partout sur toutes les bagnoles qui vont passer sur la chaîne. Alors que nous, dans notre bâtiment, chaque automate qui va être à chaque endroit et qui va avoir une fonction, il va falloir lui donner une loi spécifique, hein. Voilà, donc c'est normal que ça marche pas. Je suis effectivement, moi, de plus en plus pour faire du low-tech, pour éviter tous les systèmes compliqués. Alors après, se posent deux questions. La première question, c'est pour plein de raisons, réglementaires, certification, etc., on construit quasiment de la même façon du nord au sud de la France. Or, des dispositifs qui marchent bien dans des régions un peu froides, et c'est vrai que le double flux avec récupération de chaleur, il est tout à fait adapté pour des régions, je dirais, nord-est de la France, quoi, hein. Voilà, et c'est pas un hasard si le standard Passive House est basé sur du double flux, mais ça n'est vrai que dans ces zones-là, hein. Et au fur et à mesure que vous descendez vers le midi, la saison de chauffe, elle devient moins longue, elle devient moins rigoureuse, donc on va récupérer beaucoup moins avec notre double flux, mais on va continuer quand même à avoir toutes les mêmes consommations d'électricité. Donc il y a un moment où ça marche plus, on récupère plus, et où effectivement le double flux ne devient pas intéressant. Et là, c'est le domaine de la ventilation naturelle. Moi, je suis de plus en plus persuadé que la ventilation naturelle a sa place pour faire dans les régions sud. Et je vais même plus loin. Actuellement, on est en train de travailler sur un bâtiment de logement sur lequel on va revenir à de l'ouverture de fenêtres. Du reste, les gens, ils sont pas idiots, les gens, hein. Ils continuent, même avec un système de VMC, à ouvrir leurs fenêtres, hein. Les gens, ils sont eux plutôt intelligents. Le bâtiment, lui, il est bête, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà, donc effectivement, ventilation naturelle, et puis donc dans des zones intermédiaires comme aujourd'hui, par exemple, c'est intéressant, mais on peut pas forcément continuer notre discussion en prenant une table et en nous mettant dehors. Il fait un peu froid. Enfin, je veux dire, la ventilation naturelle aujourd'hui, si on veut dans un bâtiment comme ici avoir une performance énergétique, ça paraît difficile avec la température extérieure. Mais attendez, vous avez la grande majorité des bâtiments de logement aujourd'hui sont équipés avec des systèmes de simple flux. Hein, donc hygroréglable ou pas, un système de simple flux, il fait rentrer de l'air extérieur. Hein, donc c'est exactement la même chose avec de la ventilation naturelle. Hein, simplement comme le moteur
est moins puissant, moins fort. Donc, pour avoir les mêmes débits, eh ben, on a des bouches qui sont un petit peu plus grandes. Hein. Et si les bouches sont mal placées, si elles sont mal orientées, etc., on a effectivement les mêmes problèmes que dans un bâtiment qui est équipé avec une VMC et sur lesquels les gens viennent boucher leurs bouches d'entrée d'air parce que elles font un courant d'air froid. Hein, c'est un problème de positionnement de la bouche, ça. Hein. Voilà. Donc, disons, ce que j'en dirais en conclusion, c'est que on parlait tout à l'heure de tout le processus de conception du bâtiment. Il y a une étape fondamentale qui est celle de l'analyse de site et donc avec son contexte climatique en amont du bâtiment. Et c'est en fonction de ça qu'il faut faire les choix de systèmes énergétiques et notamment de systèmes de ventilation et non pas faire mettre le système qui fera automatiquement passer dans le calcul réglementaire et donc qui fait que et le bureau d'études et l'architecte et le maître d'ouvrage sortent un bâtiment sans se fatiguer et le moins cher possible. Alors, Étienne Martinez, vous êtes architecte. J'aime bien l'enchaînement parce que juste après, sans se fatiguer, je vous donne la parole. Alors que vous êtes fatigué, vous avez même eu quelques trophées là pour des bâtiments que vous avez réalisés. Alors, vous faites partie de cette équipe de concepteurs dont parlait Alain Bornarel, avec ses enjeux de ventilation dès le départ. On était sur la question de la ventilation, on peut y rester. Comment faut-il envisager, comment les architectes travaillent-ils ou doivent-ils travailler, à votre avis, ces bâtiments dès le départ, dès la conception ? Alors la difficulté de notre profession d'architecte, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques architectes quand même dans la salle. Il y en a d'autres. Peu, si j'ai bien compris. Et en tout cas peu dans les instances qui mettent en place les règles. Et ça c'est un vrai problème je pense pour notre profession et la profession de la maîtrise d'œuvre au sens large. Notre problématique c'est que vous avez compris que tout ça c'est très complexe. Que chacun y va de sa compétence, de son savoir, de son expertise et constitue des listes et des formes et des mises en forme et des règlements, etc. Et que nous, pauvres architectes, pauvres ingénieurs, parce qu'on est, je pense, la maîtrise d'œuvre au sens large, est le porteur du projet, donc à assimiler tout ça. Ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus contraignant, ça demande de plus en plus de formation, ça c'est pas un mal. J'ai eu la chance, moi, d'avoir été formé il y a quelques années par une formation qu'avait organisée l'Ordre Rhône-Alpes, puisque je suis de Rhône-Alpes, portée par Céline Ross ici, et encadrée par Suzanne Déhoux, qui m'a appris énormément sur ce qui s'appelait la qualité environnementale des bâtiments, et qui, j'ai compris, ne pas être simplement l'application de règles, mais plutôt l'intégration d'intelligence sur les savoirs de chacun, et la mise en scène et la mise en œuvre dans les projets d'architecture de ces savoirs et de ces compétences. Donc notre travail d'architecte, en tout cas dans notre agence, à Isabelle et moi, une petite agence, hein, on est 2 co-gérants, 2 architectes, une secrétaire, une dessinatrice, on s'emploie à faire en sorte que nos projets soient des projets de bonheur, tout simplement. Donc comment on fait ça ? Eh bien, tout simplement on s'entoure de compétences, parce qu'on ne sait pas tout faire, même si on est les meilleurs forcément. On s'entoure d'ingénieurs très très tôt, tout à fait au départ de l'opération, aussi bien... Et cette question de la ventilation, par exemple, elle est vraiment envisagée dès le départ ? Je vais y arriver. Oui, tout à fait, complètement. En tout cas, dans notre façon de pratiquer, dans notre démarche, dans notre expertise, dès le départ, le projet d'architecture, c'est pas le projet d'un homme ou d'une femme, c'est le projet d'une équipe. Et c'est le projet d'une équipe qui doit répondre à un programme. Et là, je rebondis ce qu'a dit M. Bornarel tout à l'heure, l'importance de la programmation, l'importance de l'intelligence du décideur, alors pour les marchés publics et des décideurs privés, sur l'enjeu du besoin, des moyens, donc du financement, et des objectifs. Parce qu'on peut afficher des objectifs. On peut avoir envie, comme sur le projet qu'on va vous présenter rapidement, de faire un projet exemplaire pour la commune. C'était ça l'objectif dans le programme.
et puis passer à côté de la réalité d'un projet architectural qui avait une qualité intrinsèque, parce que c'est un bâtiment historique des années 30, en béton armé, un des premiers de Aix-les-Bains, fait par Léon Gross, l'entreprise de bâtiment d'Aix-les-Bains, un objet architectural qui a vu défiler depuis la goutte de lait jusqu'aux écoles maternelles tous les enfants d'Aix-les-Bains, et qui avait des défauts, mais avait beaucoup de qualité. Donc notre travail, nous architectes et notre équipe d'ingénierie, ça a été de mettre en valeur ces qualités, aussi bien sur l'architecture, ça c'est vraiment notre travail, que sur la qualité du bâtiment, aussi bien sur ce qui est des ambiances, Suzanne en parlait tout à l'heure, la lumière, l'échelle, que sur la qualité proprement dit intrinsèque de l'air du bâtiment. Alors on va voir ce bâtiment d'ici quelques instants, mais pour vraiment montrer comment vous intégrez les aspects de santé dans le bâtiment, que ce soit ce projet-là ou un autre, à quel moment ça entre en ligne de compte? Alors c'est question de renouvellement d'air, mais de santé au sens large dans un bâtiment. Est-ce que c'est dès les premières discussions? Est-ce qu'on commence à s'attacher plutôt à la forme, à la surface disponible? Est-ce qu'on peut imaginer une réunion avec un architecte? La première chose que l'on ça entre en jeu, la santé. La première chose que l'on fait à l'agence, c'est que quand on reçoit le programme du maître d'ouvrage, en l'occurrence public ici, puisque c'était un concours, ou privé, on commence par tout effacer. On repart d'une page blanche et on fait notre expertise et notre diagnostic avec notre équipe de ce qu'est le bâtiment, et on reconstruit le programme en fonction de la réalité des besoins que malheureusement, très malheureusement, souvent les programmistes n'ont pas saisi, parce que les programmistes ne sont pas forcément des architectes, ne sont pas forcément des ingénieurs, c'est une profession à part. Avant, l'architecte faisait tout, maintenant il a délégué, ou en tout cas il s'est débarrassé de plein de missions, et du coup il se retrouve à un moment confronté à la réalité, puisque c'est lui le coupable à la fin, à la réalité qu'il est dans le vide. Donc notre travail à chaque fois, c'est une remise à plat complète. On redémarre sur ce bâtiment-là, qui était un bâtiment ancien, on travaille beaucoup sur de l'ancien. La première chose, c'est un diagnostic. Donc on s'est fait notre diagnostic. Et quand on a fait notre présentation de concours, on a commencé par un diagnostic, et pas par apporter une réponse. On a d'ailleurs des aspects de santé? Tout à fait. Sur la qualité du bâtiment, sur son enveloppe, sur ses défauts, sur ses manques de performance, sur ses bilans catastrophiques. Et ce qui a été notre réussite, ça a été de s'éloigner du programme qui était de traiter le radon, puisqu'il y avait le radon, qui a été, normalement, le programme, il y avait 7 classes dans l'école maternelle. C'est une école maternelle, voilà. C'est une classe maternelle, ouais. École maternelle, 7 classes dans cette école. En fait, il n'y en avait que 5 qui étaient dans l'école, 2 autres qui étaient dans l'école d'à côté, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc le programme, c'était de agrandir l'école sur la partie, on voit sur la photo tout à gauche, là-haut. Et d'isoler ce bâtiment, parce que c'était en 2000, Isabelle, 2008. Donc, le programme, c'était isolation extérieure, remplacement des menuiseries, etc., etc. Bon, notre analyse, ça a été que, le radon, on pouvait le traiter autrement que ce qui avait été fait, puisque des expertises avaient été faites et des systèmes techniques avaient été mis en œuvre, mais qui n'étaient pas satisfaisants. Donc, il y avait tout un étage, le sous-sol, en fait, du bâtiment qui était inexploité et inexploitable. Donc, notre réflexion, c'était de dire, rendons ces surfaces à l'exploitation, en apportant des solutions techniques avec notre ingénierie, qui n'est pas monsieur, mais voilà, pour dire à quel point on est en osmose avec nos ingénieurs, et puis architectural pour ouvrir le bâtiment. Donc rentrons le programme dans un objet architectural de qualité, redonnons à ce bâtiment des années 30 son faste et son identité, qui est un objet architectural très fort, fait par un architecte qui s'appelait Noiret, qui était l'architecte de la commune. À l'époque, ils avaient des L majuscules et des A majuscules. Ils avaient de la chance et ils gagnaient leur vie. Et on s'est employé donc à proposer, par un diagnostic, une autre façon d'approcher le projet. Et on a porté en plus, donc on va le voir dans les images, c'est moi qui clignote, je ne sais pas quel endroit c'est. À droite, c'est ça, ouais. Voilà, bim, voilà. Voilà les éléments qui étaient dans notre document de diagnostic. Premièrement, donc sur l'image de gauche pour vous, un sentiment que pour nous, ce bâtiment qui était une école maternelle avec des plafonds à 4,70 m de haut n'était pas à l'échelle des enfants. Donc une remise en considération des volumes, donc ce qui va à l'inverse de ce qu'on peut rechercher, parce qu'on confine, donc du coup on part à
contrario, on apportait des réponses sur la thermie et sur les énergies à apporter sur le bâtiment. Et puis sur l'image par rapport aux apports solaires, puisque la façade est extrêmement bien orientée, c'était de travailler sur les apports de lumière. Donc, comme le disait Suzanne ce matin, un maximum d'apports de lumière naturelle. Nous sommes avec des enfants en bas âge. Et donc, le travail sur une 5e façade, le plafond, et des apports et des protections par des casquettes qui, par réflexion, limitent les consommations d'énergie et apportent surtout une gaieté dans ces lieux. Et alors, dans le sous-sol, que l'on voit donc entre... Je ne sais pas où on appuie là sur le truc rouge. Touche du haut. Touche du haut, pardon, autant pour moi. Voilà. Voilà, avant, le sous-sol était enterré entièrement. Donc, toute cette zone-là était chargée de radon à plus de 2000 becquerels. Et notre proposition a été donc d'ouvrir le sous-sol pour pouvoir utiliser déjà les espaces, permettre aussi une ventilation naturelle. Et nos ingénieurs ont travaillé sur une surpression du volume. Et nous, en cahier des charges, en CCTP, puisque nous établissons nos propres cahiers des charges, nous avons été extrêmement précis sur les objectifs au titre du lot du gros œuvre qui a cassé les dallages existants des années 30 et reconstitué les dallages étanches. Et ce qui nous a imposé, ce qui m'a imposé, puisque c'est moi qui suis les chantiers dans l'agence, un suivi extrêmement précis. D'abord, un accompagnement avec l'entreprise pour lui faire comprendre l'objectif. On parlait tout à l'heure de formation. La formation, il y a des gens qui sont de la CAPEB, etc. Des formations de 2 jours, des formations de 3 jours, c'est bien. Les vraies formations, c'est des formations à long terme. Et donc, notre travail de maîtrise d'œuvre, architecte, ingénieur, c'est la transmission. Et on a, au-delà de transmettre à nos maîtres d'ouvrage, aux décideurs, on a à transmettre à nos entreprises, à nos compagnons sur les chantiers, parce qu'il y a l'entreprise, il y a le chef d'entreprise, il y a l'échelle 1, et puis il y a l'exécutant, l'ouvrier, qui aujourd'hui parle malheureusement, en tout cas en Savoie chez nous, de moins en moins français, donc je mets au polonais doucement, mais il y a vraiment un vrai travail avec un contrôle systématique permanent de la qualité de la réalisation pour aller vers les objectifs réglementaires, mais au-delà du réglementaire, parce que, comme mon confrère, je ne m'attache pas au règlement, je m'attache simplement au bonheur qu'on va apporter à la fin sur les opérations. Donc, sur ce bâtiment, sur ces thèmes-là de qualité d'espace, et donc forcément, ça va avec la qualité de l'air, des performances du bâtiment. Donc, on a dérogé au programme, dans la mesure où on n'a pas mis de photovoltaïque qui faisait partie du programme, parce que ça n'a aucun sens sur ce bâtiment. On n'a pas mis de chauffage d'eau chaude sanitaire par le solaire, parce que ça n'allait pas du tout avec les objectifs pour une école maternelle, à notre avis. On n'est pas parti sur une isolation extérieure, parce qu'il y avait 2 inconvénients. Le premier, le coût qui était supérieur à une isolation intérieure, et le deuxième, la difficulté de gérer après l'architecture et de restituer cette architecture noble de ces années 30. Et les économies qu'on a fait sur des erreurs de programmation, on a pu les investir sur des qualités d'espace intérieur et sur des performances de résolution des problèmes de radon, puisqu'on est passé de 2000 à entre 10 et 40 suivant les périodes, becquerel. Donc on a mis tous nos efforts sur ces sujets-là pour restituer une architecture et donner un cadre de vie à nos enfants bien supérieur à ce qu'ils avaient eu jusque-là maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit l'image de l'école où l'architecture des années 30 est vraiment mise en scène avec le béton juste repeint, tout simplement. Et on a travaillé sur ces boutons du haut, voilà, des ouvrages colorés comme ça, qui sont des petites maisons, et surtout sur nos casquettes ici par soleil, colorées, qui sont des outils pour les enseignants sur la reconnaissance des classes, la thématique de la lumière, etc. Donc on joue à la fois de technologie simple, économique, et d'architecture, et d'apport efficient, performant de lumière naturelle, etc. Donc sur l'image de gauche là-haut, on voit l'espace qui était inutilisé depuis les années 70, on va dire, grosso modo. Et là, vous n'avez pas eu une difficulté à convaincre les responsables de faire une salle de danse, là, ou d'activité physique, là où il y avait du radon à 2000 becquerels Eh bien, tout est une question de discours et d'engagement. Quand on a mis les tripes sur la table devant certains élus, alors on a eu la chance, encore une fois, d'avoir un élu
M. Bruyère, qui est à la retraite maintenant, qui est à la retraite de tout, parce qu'il est quelqu'un qui a reçu les palmes académiques, même s'il n'a jamais été dans l'éducation. Donc dire à quel point ce personnage dans la ville d'Aix-les-Bains a porté haut l'importance de faire des écoles de qualité. Ce monsieur, on peut le dire comme ça, nous a vraiment accompagnés, nous a aidés. Sur ce projet-là, qui était un projet donc, qui a toujours été là à Aix-les-Bains, l'architecte des bâtiments de France, Marc Lemarié à l'époque, connaissant bien sa ville, n'avait jamais remarqué ce bâtiment, parce que le temps avait passé, des façades avaient été remises devant, des verrières pour résoudre des problèmes, des couleurs, machin. Marc Lemarié a découvert le bâtiment quand on le lui a présenté, il nous a défendu auprès de la mairie et auprès du maire, parce que le maire c'est lui qui paye à la fin. Voilà. Pour la petite histoire quand même, le budget initial a été tenu. Les délais, on avait une année pour faire le chantier, ont été tenus. Donc on peut réaliser des ouvrages simples, de qualité, avec des matériaux performants, alors en limitant au maximum les matériaux à émission de produits gênants, on va dire, pas dire toxiques, et créer des architectures dans la reconstruction et la rénovation, qui est quand même le fer de lance de notre 21e siècle en cours. On va plus reconstruire que construire, on va plus densifier que s'étaler, donc l'architecture avec les grands gestes va rester quand même assez anecdotique. Et il va falloir reconsidérer tout ça et remettre en valeur. Mais le travail est possible dans la mesure où l'équipe d'ingénierie est motivée, et ça va au-delà de, contrairement à nos fabricants et aux lobbies, à des intérêts matériels. C'est un objectif. Je rappelle que le métier d'architecte est d'intérêt public. C'est ce que dit la loi de 77. Donc si les architectes et l'équipe d'ingénierie portent avec valeur son approche sur la construction, la reconstruction et le développement, on peut construire et réaliser. Alors très vite, sur les choix de ventilation, parce qu'il en a été beaucoup question avec Alain Bornarel et avec la salle, et puis on ira sur d'autres champs ensuite. Quels sont les choix qui ont été faits? Quel débit d'air, par exemple, par les 0,3, 0,5, 1 mètre cube? Alors, vous me posez une colle parce que j'ai pas pris les chiffres. D'accord. Mais on a, ça apparaît dans la publication du trophée. Vous avez eu un trophée pour ce bâtiment. Voilà, tout à fait. Un trophée que nous n'avons pas cherché. C'est la commune qui a posé une candidature, et donc on était extrêmement, nous, l'équipe de maîtrise d'œuvre et architectes ingénieurs, satisfaits et heureux d'avoir été reconnus par nos pairs. Voilà, ici j'ai mis par contre ce qui... alors on est sur un système double flux au sein des classes, un système double flux pour le sous-sol avec une surpression par rapport au radon, 30 mètres cubes. Voilà. Et voilà, ce qui est important ici, c'est de voir l'échelle et de voir la lumière. Voilà, c'était sur ces images que je voulais vous montrer. Ben voilà, c'est tout. Voilà. Soline aussi, parce que Soline. 30 mètres cubes pour l'espace. Alors prenez le micro, Soline Collin, pour qu'on vous entende. Voilà. Soline faisait partie aussi du jury, non, du comité technique d'évaluation des dossiers. C'était 30 mètres cubes pour l'espace du bas et réglementaire pour l'espace R+1 et R+2. Ouais. Et c'est Soline qui avait étudié le dossier en plus. Voilà. Et donc les aspects de santé dans la prise en compte, ça se fait, quitte à ce que, est-ce que vous avez réussi, vous voyez avec Alain Bornarel qui avait quelquefois des difficultés à vendre certains projets parce qu'ils étaient bons pour la santé, pas bons pour le budget, est-ce que vous avez dû avoir ces arbitrages au début, et quel peut être le rôle d'un architecte face au coût près du prix et des communes, des investissements de l'État dans les collectivités, etc. La seule possibilité, c'est de trouver de reconsidérer les choses pour rester dans l'enveloppe. De toute façon, aujourd'hui, les collectivités, en tout cas territoriales pour lesquelles on travaille, n'ont plus de moins en moins de moyens, n'ont plus les moyens de rajouter de l'argent sur les opérations. Ça, c'est clair. Donc, la seule réponse, c'est de trouver des intelligences, des astuces avec les ingénieurs pour rester dans le budget. Il n'y a pas 36 solutions, il ne faut pas déroger. Par contre, il ne faut pas hésiter à remettre en cause, ce que disait M. Bornarel, le programme, parce qu'il est malheureusement, il n'est pas adapté finalement à l'équipe à chaque fois. Il faudrait réinventer un programme par équipe qui va pouvoir répondre. Voilà. Vous travaillez avec Suzanne Déhoux sur un sujet, ça ne sera pas la même réponse qu'avec X ou Y. Voilà. Mais c'est la quadrature du cercle qu'on essaye de résoudre. Ça, c'est le grand rêve de tous les architectes. C'est les moyens, d'abord. Et ça, il faut que les décideurs se donnent les moyens. Sans argent, malheureusement, on ne peut rien faire. On peut
composer le meilleur morceau d'architecture si les instrumentalistes après n'ont pas les moyens de jouer, si on n'a pas les moyens de se payer les bons musiciens, la symphonie va jouer faux. Donc il faut que les décideurs se donnent les moyens de leurs ambitions, ou alors il ne faut pas qu'ils aient d'ambition. Pas de projet. Bah oui. Ce serait le premier architecte à nous dire qu'il ne faut plus de projet. Il faut tout arrêter, quoi. Si on sait pas Merci faire. Étienne Martinez, Voilà. en tout cas. Alain Bornarel. Non, je prends juste la parole pour prendre la défense des programmistes, quand même. Bon, je suis pas J'ai programmiste. la tête dans la salle. Je suis pas programmiste moi-même, mais c'est une profession, il faut savoir, qui est en train de disparaître. Hein. Bientôt, il y aura plus de programmistes. Peut-être un rappel quand même de ce qu'est le programmiste. Le programmiste, ensemble. c'est lui qui, en amont, établit le programme fonctionnel, les surfaces, la conformité réglementaire, le cahier des charges, les coûts prévisionnels, hein, et puis qui, en règle générale, aide le maître d'ouvrage dans le choix de l'équipe de conception au moment du concours. Et c'est un de ces métiers qui a été dans les premiers, sur lequel on a vu les restrictions budgétaires, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des opérations sur lesquelles ils n'ont pas de quoi travailler sérieusement. Hein, et donc ils font ce que sont en train de faire aujourd'hui tous les professionnels. On fait du copier-coller, on reproduit les mêmes trucs toujours, comme ça on peut ne pas perdre trop d'argent par rapport aux budgets ridicules qui sont alloués. Y avait-il des questions ou des remarques par rapport à ces projets? Oui, Laurent Boiteau demandait la parole tout au bout de la salle. On va faire un déplacement d'air, on va ramener quelques ppm vers le fond de la salle. Je vais essayer d'être rapide. Deux points. Le deuxième sera sur le programme. Le premier, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui étaient nés à cette époque-là, mais au 19e siècle, il y a des gens qui se sont battus, qu'on appelait les hygiénistes, et qui ont fait rentrer dans la Constitution française le droit à la vue, au soleil et à un air de qualité. Ils se sont battus comme des tarés pour faire passer un petit peu d'aspect sanitaire, de santé publique, et je trouve qu'ils ont fait des choses assez intéressantes quand même pour le monde du bâtiment et de l'urbanisme. Et aujourd'hui, nous-mêmes en sommes créateurs BBD, on se réduit à parler quelque part de la qualité de l'air intérieur, alors que tous les professionnels et experts qui traitent de ça, dont Suzanne et d'autres, font que de dire arrêtez de ne parler que de qualité de l'air intérieur, on parle de santé, dans la globalité qui a un lien extrêmement important avec le reste. C'est un petit peu comme si on parlait de thermique sans jamais parler d'énergie, si on parle de qualité de l'air intérieur sans parler de lumière, de confort spatial, de confort psychosociologique, psychophysiologique et autres. Si la santé n'a peut-être pas suffisamment d'intérêt aujourd'hui, y compris économique, c'est peut-être parce qu'on oublie simplement de parler de la santé et qu'on se réduit à ne parler, malheureusement, que de la qualité de l'air intérieur, et Dieu sait si je suis intéressé par ce sujet unique. Mais j'aimerais juste replacer un petit peu le débat par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut remettre un petit peu de valeur par rapport à ça. Et ensuite, par rapport au programme, je pense, ça c'est un vieux débat, mais je pense qu'il faut absolument que les maîtres d'ouvrage continuent à faire leur travail et puis à tenter d'exprimer leurs rêves. Leur moyen, c'est le programme. Par contre, effectivement, les vieux outils de notre vieille Europe sont peut-être plus adaptés, et peut-être que l'une des réponses, là où les programmistes peuvent répondre, et non pas les concepteurs, parce que j'ai été architecte et j'aime bien aussi écrire les programmes, ça m'évite de répondre à des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Donc, je pense que l'une des réponses, c'est peut-être d'aider les programmistes et de demander aux programmistes d'enfin s'engager sur un vieux truc qui s'appelle le programme évolutif. Je m'explique en 2 secondes. C'est simplement écrire le programme qui est le rêve des personnes, et à chaque fois qu'un nouvel acteur arrive, que ce soit un concepteur avec toute son équipe de bureaux d'études et autres, que ce soit une entreprise et que ce soit même un usager au moment de la livraison, le programme, on l'adapte en fonction des apports de chacun pour qu'à la fin, le programme soit quelque chose de concis, mais surtout de partagé entre tout le monde. Et peut-être que plutôt que de vouloir jeter l'eau et le bébé du bain, peut-être simplement revoir ce bébé ensemble, je dis bien ensemble, avec les programmistes, avec les maîtres d'ouvrage, avec les concepteurs et les entreprises, pour aller sur ce sujet qu'est le programme évolutif. Voilà, tout simplement. Merci pour cette remarque. Il y a une demande de parole juste ici, peut-être par derrière. Ce sera plus. Ah non, bah là, voilà, c'est possible. Non, c'est bon, pardon. Il y a plusieurs demandes de parole, oui. Bonjour.
Bonjour. Donc Samuel Courget, référent technique et formateur. Alors j'ai bien apprécié la remarque de Laurent Boiteux qui réinsiste sur le bien-être et l'approche globale. Pas oublier que les bâtiments sont des espaces à vivre et que l'objet c'est quand même une approche globale santé. Mais si on revient autant sur le sujet ventilation, c'est entre autres, comme l'a présenté ce matin Oscar Hernandez, qu'il y a une relation directe entre le renouvellement d'air et la qualité de l'air intérieur, même si c'est un sujet compliqué. Alors, Monsieur Bornarel, bien entendu, n'a pas osé faire son CV en arrivant parce qu'il aurait pris plusieurs journées, mais je veux citer un petit bouquin qui sort de l'ICEB et je pense qu'il n'est pas loin derrière. Donc, un petit document de référence sur l'isolation, sur la ventilation, et qui n'est pas nommé dans la liste de la biblio qui accompagne la journée là, donc je prends le micro pour rattraper ces petites choses. C'est ventilation naturelle et mécanique, sorti par l'ICEB. Simplement, j'ai une chose que j'aurais envie d'entendre, de lui entendre dire après son intervention de tout à l'heure, c'est que la ventilation naturelle ne s'improvise pas. Parce que souvent, les personnes s'arrêtent à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, a priori, la ventilation naturelle, c'est vachement bien, voilà, mais c'est pas simple et absolument, ça ne s'improvise pas, sinon on se plante. Alain Bornarel, c'est une science donc cette ventilation naturelle? Non, ça ne s'improvise pas. Non, effectivement, et c'est vrai qu'on n'a pas d'une vraie ingénierie de la ventilation naturelle en France, contrairement à certains pays anglo-saxons où ils en ont fait pas mal. Moi je suis plutôt optimiste. Nous on a commencé à en faire en 97 sur notre première opération en ventilation naturelle. Bon, je pense qu'à l'époque on devait être à peu près les seuls. Je vois aujourd'hui pas mal de bâtiments sortir. Alors c'est vrai, peu en logement parce que la réglementation de ventilation logement avec le balayage, avec la permanence, avec la grande vitesse et la petite vitesse, enfin tout un tas de trucs aberrants comme ça, et conduit à des usines à gaz en ventilation naturelle, mais en tertiaire, on commence à en voir. Oui, monsieur? Oui, bonjour, Eric Nova, Ingénierie. Je voulais apporter ma petite contribution orale, je suis là. Je suis un spécialiste des systèmes de ventilation. Et pour le faire un peu court, on va dire, aujourd'hui on a trop parlé de ventilation, à mon sens, même si c'est très intéressant. Pour moi, la ventilation, on est quand même sur des butées réglementaires, règlement sanitaire départemental type, tout le monde veut s'attacher à ces valeurs. On n'arrête pas de prôner qu'il faut faire mieux. Moi, sur cette école, aujourd'hui, c'est un projet qui est magnifique, certainement. On sait qu'on pourrait même faire mieux, parce qu'un débit réglementaire dans une salle de classe, c'est pas suffisant. On pourrait faire tout un débat là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, le vrai sujet, quand on parle de qualité d'air intérieur aujourd'hui, c'est vraiment ces bases de données sur les sources de polluants et insister sur ceux qui vont fabriquer les produits, que ce soit dans l'aménagement, soit dans les matériaux de construction, quoi. Donc c'est ce que je voulais quand même rappeler. C'est pas la ventilation, hein. La ventilation a un rôle, mais c'est quand même le choix des matériaux qui constituent le bâti, quoi. Oui. Je voudrais juste réagir par rapport à ça. Vous avez forcément raison, et on a tous compris qu'aujourd'hui les fabricants s'emploient pour un objectif commercial à améliorer leurs produits, à faire en sorte que les émissions soient réduites ou disparaissent. Les mêmes produits qu'on voyait il y a 15 ans, il y a 10 ans après, sont des bons produits. Ils ont le plus alors qu'ils étaient en négatif moins avant. Tant mieux. La vraie problématique, une des problématiques qui se pose aujourd'hui quand même, c'est encore une fois l'argent. C'est quand même le nerf de la guerre. Et pour faire pas mal de projets publics, où malheureusement on n'a pas la maîtrise complète, on a la maîtrise d'œuvre, la maîtrise de l'œuvre, mais on va composer nos CCTP avec nos bureaux d'études et notre ingénierie, on va définir un cahier des charges en étant ouvert, parce que la loi française fait qu'on ne peut pas imposer des produits. La difficulté après dans la réalisation pour avoir des produits qui sont aussi performants que ceux qu'on avait envisagé de faire mettre en œuvre,
Ensuite, dans la mise en œuvre elle-même de ces produits, on peut travailler des produits performants, mais mal mis en œuvre, qui vont créer des problématiques, fait qu'aujourd'hui, construire un bâtiment normal, propre, ça devient la croix et la bannière, quoi. Il faut la maîtrise d'œuvre, enfin l'ingénierie. On est amené à travailler encore plus qu'avant avec des prétentions qu'on est obligé de réduire parce que l'économie fait que ça coûte quoi, l'intelligence grise? Rien. La matière grise ne coûte rien. Donc on ne comprend pas pourquoi on nous rémunérerait à la juste valeur, mais tous ceux qui sont dans cette table, je pense, sont confrontés à ces sujets-là. Je pense qu'il y a un vrai travail à mobiliser nos payeurs, nos décideurs, nos élus, sur qu'est-ce que tu veux faire et quels sont les moyens que tu veux y mettre. Et avec ça, on pourra, même si les industriels sont performants, même si les entreprises se forment, s'il y a des moyens, on arrivera à faire quelque chose de qualitatif. Et je pense que sur la santé, il n'y a pas à se poser de questions, il faut le faire. Monsieur, vous souhaitiez intervenir, et il y avait une demande de parole aussi. Oui, Jean-Yves Marsoin, Alter Bâtir Paris, coopérative du bâtiment. Sur les moyens, la finance, il y en a moins aujourd'hui qu'hier, mais déjà hier, ils mettaient pas dans le projet le coût d'exploitation. Alors aujourd'hui, ils le mettent pas non plus. Mais un bâtiment mal conçu ou pas entretenu, une VMC pas entretenue. Voilà, j'ai visité une crèche banlieue parisienne. Les gens sont prêts enfin les personnels qui sont là à arrêter de travailler dans cette crèche parce qu'il y a des soucis de santé aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Mais je l'ai visité, il y a des faux plafonds, il manque une dalle, il y en a une autre, il y a des traces d'humidité, enfin d'infiltration d'eau. On a fait des prélèvements poussières, il y a des acariens, il y a des champignons dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc c'est un bâtiment de 90 ou 95, il a une vingtaine d'années, mais la VMC, j'ai fait une photo, bon, on voit bien qu'elle n'a pas été entretenue depuis le départ, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de nettoyage. Voilà. Donc, et le coût d'exploitation de ces bâtiments, voilà. Et effectivement, le coût de la santé, enfin, voilà, les gens sont malades. Ils iront chez le médecin donnera une prescription médicale, ils iront voir le pharmacien qui délivrera des médicaments, ils mangeront les médicaments, ça soignera pas, il y aura comment dire, peut-être d'autres allergies qui seront déclenchées, ils auront des maux de ventre, je sais pas, quand vous lisez la liste des médicaments, des fois on peut attraper la maladie de Crohn. Ouais, pas trop envie quand même de tomber dessus. Voilà. Et les dotations d'État, effectivement, sont réduites. Aujourd'hui plus qu'hier encore. Voilà. Moi j'ai en souvenir de M. Bartolone, je suis de la Seine-Saint-Denis, donc M. Bartolone, PS, était président du département de Seine-Saint-Denis. En 2009, il a fait une déclaration d'amour à la fondation BNP Paribas. Vous allez sur le site de Bartolone, elle y est encore. C'était Baudouin Pro, puisque l'État se désengage, texto. Nous, aujourd'hui, collectivité, nous sommes dans l'obligation de faire appel à des fondations telles que la fondation BNP Paribas pour que les collégiens puissent partir ou qu'on puisse offrir aux collégiens un voyage de fin d'année. Voilà. L'État se désengage. Voilà. Ils sont aux commandes aujourd'hui, l'État se désengage toujours. Merci pour votre intervention. Une demande de parole juste derrière, et ensuite on ira sur le cas d'une région, la région Rhône-Alpes, qui s'est organisée autour de ces questions de santé et bâtiment. Donc Fabien Surel, la bureau planaire. Je voulais partager avec vous une réflexion en partant d'une question: comment convaincre les maîtres d'ouvrage à entreprendre une démarche qualité de l'air intérieur ou encore plus largement santé dans les bâtiments. Ma réflexion part de principe. Moi, je travaille en Suisse, en bureau d'études en Suisse, et là, vous savez, il y a deux démarches qui sont facultatives comme Minergie ou Minergie P ou Minergie P Eco. Donc, ce sont des démarches facultatives pour la plupart. Et la première impose une ventilation mécanique, entre autres,
Et si on va vers une énergie P, on a une étanchéification de l'enveloppe renforcée. Et si on va à l'éco, on a tout un contrôle de la conception juste à la phase d'exécution et la livraison des travaux qui suit toute la démarche santé. Alors, l'expérience, j'ai une expérience très concrète sur un chantier qu'on suit récemment. Donc, le maître d'ouvrage qui part avec une ambition de faire une énergie P éco, et qu'au final, on revient aux normes de base en termes d'énergie et d'environnement, parce qu'évidemment, c'est trop cher. C'est-à-dire que déjà, une énergie prévoit un surcoût de l'ouvrage qui va officiellement entre 5 et 10%, mais la réalité des faits, c'est que probablement c'est beaucoup plus cher que ça, parce que toute la phase des contrôles, de suivi, etc., est extrêmement lourde. Toutes les phases sont extrêmement lourdes. Donc, quels sont les arguments? Moi, ce que je pense, c'est qu'on a passé des années, des décennies, on était obsédés par des contraintes énergétiques, non, qui ont produit des normes qui sont essentiellement basées sur l'énergie et sur l'économie d'énergie. Et on a oublié ce qui est important, je dirais fondamental dans l'habitat, ça veut dire la santé de l'habitat. Donc la question, alors je vous donne simplement des chiffres. Je crois, alors 2004, il y avait environ 30 000 bâtiments labellisés Minergie, peut-être que je me trompe, mais il n'y en avait que 600 labellisés Minergie Éco. C'est-à-dire qu'effectivement une petite partie suivent cette démarche qui est effectivement coûteuse, et la plupart est faite sur des bâtiments publics qui ont une obligation d'exemplarité. Donc voilà, je crois qu'il faut faire un effort au niveau législatif, comme on l'a fait sous l'angle énergétique, encore plus fort sous l'angle de la santé, parce que c'est sûr que ça a un coût, et ce coût, ce ne peut pas le maître d'ouvrage que peut l'assumer complètement. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, et ça nous rappelle que même en Suisse, on n'arrive pas à tout financer. Lionel Combé. Oui, je voulais simplement revenir sur cet élément en particulier concernant l'argument du coût de la qualité finalement. Je pense que c'est un faux débat, et on en a aujourd'hui avec le recul suffisant sur toutes les opérations pré-BAT, donc les démonstrateurs bâtiments basse énergie. Quand un maître d'ouvrage oppose effectivement la question du surcoût, finalement c'est encore la meilleure façon d'occulter la question du coût de la non-qualité. Si on voulait objectivement regarder le sujet, je pense qu'il faudrait qu'on élargisse un petit peu notre périmètre d'analyse. Je pense que c'est avant tout plus un problème de langage et de sensibilité qu'un vrai problème de coût, pour arriver à faire comprendre aux maîtres d'ouvrage les choses. De toute façon, on est certain, ça prend du temps. Au stade où on en est aujourd'hui sur la qualité de l'air, je ne suis pas certain qu'on ait tous les arguments pour être capable de renverser la tendance, mais c'est quelque chose auquel on arrivera à un moment donné. J'en veux pour preuve, c'est que sur le sujet de l'énergie, effectivement, quand on a commencé les premières opérations pilotes démonstrateurs basse et très basse énergie, y compris sur des standards passifs qu'on a effectivement appliqués au territoire français, on avait des opérations qui étaient chères, qu'on nous opposait comme irréalistes, etc. Et on a fait la démonstration dans toutes les destinations de bâtiments, qu'on était en capacité de produire au prix actuel du marché, sans surcoût, et dans certains cas même sur des coûts inférieurs. Voilà, donc cette question, elle n'est pas généralisable sur l'ensemble des bâtiments. Il y a effectivement, ça dépend pas mal des éléments de programme, mais je pense qu'il faut être capable de poser honnêtement aussi les éléments du débat et l'élargir un petit peu pour pas centrer uniquement sur cette question du coût de la réalisation. Merci beaucoup pour cette précision. Alain Barnarel, oui. Est-ce que Nicolas va réussir à parler? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les coûts. Si je prends que l'exemple du logement, effectivement, on fait du bâtiment performant énergétiquement, effectivement à des coûts qui sont raisonnables, mais grâce à des systèmes comme l'hydro-réglable qui sont nocifs du point de vue de la qualité de l'air. Et effectivement, alors en tertiaire, on pourrait regarder également sur quoi est-ce que on va serrer pour rentrer dans les coûts de la qualité énergétique, qui reste quand même malheureusement hégémonique. Pour moi, il y a
deux façons, si on veut convaincre un maître d'ouvrage de faire de la performance. Il y a la réglementation, et je pense que dans nos organisations professionnelles, il faut qu'on se batte pour que cette réglementation, qui a maintenant 30 ans, enfin puisse évoluer. Et puis le deuxième truc, c'est la pression des citoyens. C'est la pression des citoyens, c'est les actions de consommateurs. Et je parlais tout à l'heure de notre responsabilité à nous, concepteurs ou aux maîtres d'ouvrage, face à ce qu'on est en train de construire du point de vue de la qualité de l'air. Ça, s'il y a à côté de ça une pression des consommateurs, ça peut peut-être faire réfléchir les maîtres d'ouvrage et les obliger à faire choisir d'autres priorités d'investissement que celles qu'ils choisissent aujourd'hui. Alors cette question de la santé dans le bâtiment, vous l'êtes posée depuis un petit moment en région Rhône-Alpes, Soline Collin, avec le CSTB, le CEREMA qu'on a entendu tout à l'heure, avec Air Rhône-Alpes aussi, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air, pour pouvoir avoir un rôle auprès des professionnels notamment. Donc parlez-nous un petit peu de VAD. Donc c'est un centre de ressources équivalent à Bourgogne Bâtiment Durable qui organise cette journée. Et comment peut-on faire finalement à l'échelle d'une région? On a vu qu'il fallait respecter une chaîne de compétences tout au long de la création d'un bâtiment jusqu'à sa construction, le suivi de chantier. On a bien vu avec Étienne Martinez toute l'importance qu'il y a d'être sur le chantier pour vérifier que tout est bien mis en œuvre, que toutes les étapes sont importantes. Ça c'est sur la chaîne de création du bâtiment. Mais à l'échelle d'une région, comment on fait pour mobiliser les personnes autour de cette question de la qualité de l'air intérieur, qui semble plus être finalement un problème qu'une solution quand on rapporte ça aux questions de coûts, etc., tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors VAD déjà, centre d'échange et de ressources en qualité environnementale des bâtiments et aménagement durable en Rhône-Alpes. Donc effectivement l'équivalent de BBD, pour beaucoup d'entre vous ça sera donc assez clair sur les intentions et les actions qu'on mène, mais je complète quand même pour ceux qui ne le savent pas. Notre action est basée sur le retour d'expérience, le partage, la diffusion des retours d'expérience en matière de bâtiments durables et aménagement durable en Rhône-Alpes. Donc nous regroupons un réseau de professionnels, aussi bien des maîtres d'ouvrage privés et publics que des maîtres d'œuvre et donc acteurs du bâtiment et de l'aménagement. Et donc nous regroupons 260 adhérents et nous avons le soutien de la région Rhône-Alpes et de l'ADEME. En ce qui concerne les actions de santé, donc moi je suis chargée de mission pour cette thématique et les actions qu'on mène sont évidemment ciblées autour de l'humain, remettre l'humain au centre de la démarche. Donc effectivement on traite beaucoup de la qualité de l'air intérieur, aussi bien par les sources extérieures, air, sol, les matériaux, les systèmes, d'un point de vue également de l'usage, de la maintenance des occupants, mais également, comme le soulignait Laurent, la vision transversale de la santé, c'est-à-dire bien sûr d'un point de vue fonctionnel, le bien-être physique, mais aussi toute la dimension sensible liée à l'approche psychologique, aux ambiances, au confort. Donc ça traite à la fois de la lumière, de l'acoustique, de la qualité d'usage et de qualité de vie du bâtiment, mais aussi tout ce qui traite par exemple de l'environnement électromagnétique. Voilà, donc pour donner un peu un aperçu, notre retour d'expérience est bien sûr très riche par le réseau de la région et se décline en plusieurs actions. Donc on anime d'abord un réseau en termes de santé bâtiment en Rhône-Alpes qui regroupe des activités, des structures comme l'ARS, le CEREMA, Air Rhône-Alpes, Medieco. On a également des différentes structures, bon je peux pas toutes les citer, mais le but est de pouvoir faire des lieux de rencontre et d'échange entre acteurs du bâtiment et de la santé, mais aussi animer un réseau assez riche de professionnels, aussi bien de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre. Donc c'est eux qui contribuent et qui ont une richesse incroyable dans les actions qu'on mène. Il y a également des productions que vous avez toutes à disposition sur le site de VAD. La dernière en date traite de la prise en compte et de l'accompagnement des usagers sur les enjeux de santé. Donc cette production intègre plusieurs réflexions qu'on a eues aujourd'hui, qui consistent à dire que l'usager doit être pris en compte le plus en amont possible dans la démarche de programmation et de conception pour pouvoir être pris en compte et être impliqué dans son bâtiment.
Nous avons également des manifestations comme le fait BBD. Les dernières en date sur lesquelles vous avez des retours d'expérience traitent de la qualité de l'air intérieur d'un point de vue par exemple de la gestion de l'humidité en lien avec le développement des moisissures, mais aussi par exemple la thématique du radon ou la thématique de l'ameublement en lien avec la qualité de l'air. Donc, par exemple 3 thématiques qui peuvent être en lien avec la qualité de l'air. Nous avons également une partie d'expérimentation sur des bâtiments rhône-alpins. 4 bâtiments ont été instrumentés et suivis avec les équipes de maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre et sur lesquels on fait du retour d'expérience également d'un point de vue de la mesure. Des mesures plutôt en continu pour essayer de voir l'impact du bâtiment et des usages dans ces bâtiments. Voilà, et aussi une activité de formation. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, en Rhône-Alpes, comment on s'y prend pour essayer de recenser déjà tous ces retours d'expérience et pouvoir les faire profiter au plus grand nombre. Effectivement, c'est d'abord quelques acteurs très motivés quand même qui sont derrière VAD et qui apportent une richesse incroyable avec un retour d'expérience assez long. Et donc ces groupes de travail permettent d'initier la démarche en lien avec les pratiques. Et également, en parallèle, on a fait un gros travail sur la collecte des besoins et attentes des acteurs en Rhône-Alpes. C'était déjà il y a au moins 3-4 ans, on avait fait... Donc en fait, vous avez posé simplement la question aux professionnels, quelles sont les questions qu'ils se posent concrètement et pour lesquelles ils n'ont donc pas de réponse sur ces questions santé et bâtiment. Alors il y a aussi un point intéressant, c'est que vous ne débattez pas pendant des années, vous vous intéressez aux projets et c'est sur les projets, vous regardez ce qui se passe, comment ça mûrit, quels sont les freins rencontrés, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer finalement. Toutes les actions de VAD reposent sur le dialogue multimétier entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre et le but est bien de faire profiter des bonnes pratiques comme des moins bonnes et c'est bien l'intérêt des différentes visites ou ateliers ou manifestations. Oui. Il faut pouvoir parler de ces échecs, c'est aussi là où l'action porte. C'est quand on voit ce qui est raté, qu'on se dit qu'on va pouvoir peut-être en témoigner aussi aux voisins, même si c'est pas facile quand même pour les entreprises de témoigner sur ce qui ne fonctionne pas, mais c'est souvent un des points d'enrichissement important. Alors, vous êtes en train de rédiger un guide pour savoir comment maintenir le confort de la conception à la vie dans le bâtiment, c'est ça? Moi toute seule, non. Non, enfin vous, VAD. Mais VAD, oui. Enfin, je coordonne ce guide, mais derrière, il y a environ 40 professionnels qui sont là et qui, sur des thématiques transversales, abordent ces sujets-là. Donc, vous retrouverez sûrement dans, je dirais, 4 mois ce guide qui traite par fiche les questions de santé dans le bâtiment. Donc, vous avez une fiche sur la qualité du site, une fiche sur l'acoustique, la lumière, l'électromagnétisme, les matériaux, les systèmes, le confort hygrothermique, voilà. Donc, et la qualité d'usage et de qualité de vie dans le bâtiment. Et par fiche, l'intérêt est de parler à la fois aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre pour essayer de leur apporter des pistes de réflexion ou bien des outils pour mieux pousser les exigences en programmation, puisque c'est évidemment là que se joue quand même beaucoup dans la qualité du programme, et ensuite des points de vigilance aux différentes étapes du projet, alimentés de retours d'expérience et de témoignages, ainsi qu'une de ressources bibliographiques que vous aurez. Le site internet de VAD, on va le trouver sur un moteur de recherche, mais peut-être de mémoire. J'ai mis des feuilles également en haut dans la salle avec les informations. Le site c'est ville-aménagement-durable.org. Voilà, merci beaucoup pour ces informations. On a fait à peu près le point, Soline Collin, sur vous êtes à la disposition si oui, bien sûr. vous souhaitez échanger sur ces sujets. Donc il y a un recto verso aussi qui est mis à disposition donc pour trouver toutes ces informations sur les collègues de Rhône-Alpes et toutes les démarches qui sont engagées avec les professionnels. Suzanne Déoux, vous avez pris des notes pendant qu'on discutait. Vous avez écouté Alain Bornarel de manière religieuse et je me suis dit que vous aviez peut-être un mot... Je pense qu'on a assez réfléchi, qu'il est tard pour certains qui ont des traits à prendre. Moi, je pense que simplement, peut-être on pourrait changer le titre du colloque, parce que j'étais en train de regarder comment il s'appelait. Il s'appelait Bâtiment performant et qualité de l'air intérieur. Je pense qu'on pourrait l'appeler le bâtiment performant, c'est la santé avec le respect de l'environnement. Mais là, c'est trop tard, par contre. Eh ben voilà. Eh ben c'est tout ce qu'on a réfléchi aujourd'hui. Donc, c'est bon.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. On peut applaudir Alain Bornarel, Suzanne Déoux, Étienne Martinez, Soline Collin pour sa patience, Laure Blanchon, et puis bien sûr Lionel Combé de l'ADEME. Et on voit que l'ADEME est vraiment l'agence présente sur toutes les étapes, parce qu'il y a VAD, il y a votre méthodologie, il y a les prochains points d'actualité. Lionel Combé, peut-être concernant ces sujets, qualité de l'air intérieur, est-ce qu'on peut situer, on a vu qu'il allait y avoir un colloque là en fin d'année à Marseille sur certains sujets, mais peut-être en Bourgogne-Franche-Comté. C'est cet appel à projet pour le 22 février. Disons que nous, on va lancer officiellement les festivités, sur le plan pratique, j'entends, à partir de début mars, sur l'accompagnement des opérations pilotes. Donc, on se laisse quand même un petit peu de temps avant d'avoir de la visibilité pour pouvoir communiquer dessus. Donc, je ne peux pas dire qu'au cours de l'année 2016, on fera un retour déjà sur ces actions. Néanmoins, sur l'ensemble des actions que gère ou accompagne l'ADEME au sens général, y compris au plan national, effectivement, il y a des choses régulières tout au long de l'année. Et je vous invite à visiter le site de l'ADEME. Voilà. Peut-être que Swad peut en dire plus sur le sujet. Swad Boulala. Fixé, mais entre le 20 et le 27 septembre, il y aura 2 jours des assises nationales de la qualité de l'air où il y aura une partie qualité de l'air intérieur, air extérieur et air intérieur. Ça concerne, c'est un public très très large. Donc ne pas hésiter à y aller. Ça sera à Paris, mais les dates seront certainement mises sur le site de l'ADEME prochainement. Merci beaucoup. Fin septembre, donc à réserver dans son calendrier ces 2 journées consacrées à la qualité de l'air, à la fois extérieure et intérieure. Merci beaucoup.